Au début, c'est quand même dur, hein, de se dire: «Bon, il faut aller voir la médecine et tout», se poser des questions et puis moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était de me dire, que dans les parcours PMA, il y a beaucoup d'hormones et ce genre de choses et que moi, justement, je m'en étais détachée depuis des années et que j'avais pas envie de retomber dans ces trucs-là. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode à deux voix. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Petrenko, cofondatrice de l'application Moonly, une application qui permet de suivre son cycle naturel en utilisant la méthode de la symptothermie. Si le sujet de la symptothermie t'intéresse, je te mettrai quelques liens d'épisodes que j'ai réalisés avec plusieurs expertes sur le sujet comme Eugénie Tabi ou encore Sandrine et Ludovic, les fondateurs de Moonly. Tu retrouveras tout ça en description de l'épisode que tu es en train d'écouter. Au menu du jour, nous allons parler avec Sandrine de son parcours PMA. Par quelle étape elle est passée exactement? Comment ça s'est concrétisé? Les éventuelles difficultés qu'elle a pu vivre? L'impact de la PMA et de cette expérience sur son couple? Y a-t-il un lien possible entre la symptothermie et la PMA? Ou encore, qu'est-ce qu'elle a mis en place dans sa vie, dans son hygiène de vie, afin d'optimiser les effets de son parcours? Ses conseils et toutes les ressources qui l'ont accompagnée pendant cette expérience. Je te préviens d'ores et déjà, dans cet épisode, il y a beaucoup de précisions sur le parcours PMA, aussi bien des choses très concrètes, des protocoles, mais aussi le vécu de Sandrine, de son conjoint. C'est pas toujours très joyeux, mais tiens bon, car la finalité est, elle, très joyeuse et pleine d'espoir. Mais avant, place à l'instant dédicace. Tu sais que j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me laisser un message sur mon compte Instagram, par mail ou autre plateforme possible. Aujourd'hui, place à Catherine qui m'a laissé son message suite à une consultation, un accompagnement en naturopathie que l'on a eu ensemble et qui m'a laissé son avis sur ma page Google. Elle me dit: cette séance m'a vraiment bien profité, je vous avais consulté pour un problème de ventre perpétuellement ballonné, gonflé depuis des mois. J'ai suivi votre protocole et vos recommandations, presque toutes à la lettre. Ne plus avoir ce ventre toujours gonflé a été un vrai soulagement. Concernant mon cycle également, je n'ai plus de douleurs prémenstruelles, c'est un vrai bonheur, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Catherine d'abord de m'avoir fait confiance et d'avoir accordé votre confiance pour que je puisse vous accompagner et apporter mon aide autant que je le pouvais. Et merci également d'avoir pris le temps de me faire ce retour qui est finalement le fruit de mon travail et du sens surtout que je mets dans ce que je fais. Mais c'est d'abord et avant tout le fruit de votre travail. Donc merci beaucoup. Si toi aussi tu apprécies mon travail ou cette émission et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres femmes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre. Ce podcast, réalisé avec tout mon cœur, doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles, comme toi, depuis ses débuts, mais aussi à toutes celles qui viennent de nous rejoindre.
Pour contribuer de façon mensuelle ou ponctuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à vous divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Mais pour le moment, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Sandrine. Belle écoute! Bonjour Sandrine, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclosion par hygiène de vie. Donc c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. La première fois c'était au sujet plus globalement de la symptothermie, puisque tu es la cofondatrice de l'application Moonly que tu as cofondée avec ton frère Ludovic. Nous avons déjà abordé ce sujet de l'application de la symptothermie dans un précédent épisode que je mettrai en lien dans la description de celui-ci. Déjà, premièrement, Sandrine, comment tu vas aujourd'hui? Avec toute transparence et authenticité. Bonjour Alexandra. Du coup, la question n'est plus une surprise vu qu'on était ensemble il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Donc je suis toujours dans ma grossesse. Et là, je suis dans la phase où tout va à peu près bien. Donc c'est cool. J'ai pas mal d'énergie. Bon, même s'il y a quand même un peu de fatigue aussi, mais en plus le beau temps qui est là, enfin tout va pour le mieux. Tu es dans ton deuxième trimestre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, depuis pas longtemps, mais du coup, les généralités qui disent que le deuxième trimestre est le meilleur, pour l'instant, ça se confirme pour moi. Donc, on va espérer que ça Super. dure. Et quelles sont les choses qui ont vraiment changé entre ton premier trimestre et ton deuxième trimestre? Au premier trimestre, j'avais pas mal de symptômes, du type nausée, fatigue. Bon, c'était les deux principaux. Et pas mal de petites douleurs ligamentaires, ce genre de choses. Après, l'état d'esprit, il change un peu aussi entre les deux. Parce qu'entre-temps, on a des échographies, des examens, on a un peu plus d'informations. Et puis nous aussi, on a le temps de se documenter. Du coup, le premier trimestre, ça variait entre les phases où j'étais en mode super, il y a un petit bout dans mon ventre et tout, et d'autres phases où j'étais là, est-ce que je suis vraiment enceinte en fait? C'est très bizarre. Alors que là, aujourd'hui, je l'ai vraiment visualisé sur plusieurs échographies, donc ça, ça concrétise beaucoup plus les choses. Mmh. Puis là, je commence à le sentir un peu bouger aussi, donc ça aide aussi à intérioriser le truc, le ventre qui gonfle un petit peu et tout ça. Donc physiquement, on commence à voir des choses qui nous rappellent au quotidien que c'est bien là et que Que, tout va bien. que, que vous êtes 3 maintenant. C'est ça. Super. Alors du coup, j'ai commencé par te présenter avec ta casquette professionnelle. Maintenant, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas forcément écouté le précédent épisode, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, Sandrine, en tant que femme? Moi, je suis une personne qu'on classifiait comme très réservée quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, enfin depuis que je suis rentrée dans la vingtaine, j'essaye de me détacher un peu de ce truc-là et de me dire que c'est pas parce qu'on nous a dit toute notre enfance qu'on était comme ci ou comme ça qu'on l'est forcément, et d'essayer de me découvrir en fait plus plus en profondeur de vraiment qui je suis quand on me met pas dans des cases et ce genre de choses. Même si après moi-même je me mets aussi dans des cases parce que en vrai ça aide à mieux se comprendre. Euh, Bon, j'ai pas vu de professionnel et tout pour valider ce que je vais dire, mais je pense que je peux me classifier comme quelqu'un d'hypersensible, ce qui explique beaucoup de choses. Et ça, je l'ai découvert il y a un an et demi à peu près. J'ai pu poser des mots là-dessus. Et du coup, ça m'a aidé à mieux me comprendre aussi. Et puis après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Désolée si je suis un peu essoufflée. Parfois, ça commence à... Euh, voilà, je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre, mais là, c'est ce qui me vient en tête comme ça sur Hmm. moi-même.
OK. Bah, du coup, l'hypersensibilité, pour les personnes que ça intéresse, j'avais réalisé un épisode avec, Jane, qui est une naturopathe spécialisée en hypersensibilité et on avait parlé, pendant tout un épisode d'hypersensibilité. Je sais que ça avait c'est un épisode qui avait beaucoup plu. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je le mettrai aussi en barre de description. Mais au-delà des étiquettes que l'on peut se mettre, des fois, de comprendre juste des traits de caractère, de personnalité que l'on a, ça permet de mieux les accepter et puis du coup derrière d'adapter aussi notre vision de vie, notre façon de vivre Ouais. en accord avec ça. Moi, par exemple, je ne sais pas si je pourrais me caractériser comme étant hypersensible, mais en tout cas, je sais que j'ai découvert et vraiment accepté que j'étais une personne introvertie et pas que j'étais une personne associable, mais juste vraiment introvertie et que moi, l'extraversion me puisait d'énergie, même si de temps en temps j'aimais ça, mais j'avais besoin d'introversion dans ma vie et plus d'introversion que d'extraversion pour être en équilibre un peu énergétique et pas être toujours dans l'épuisement. Et le jour où j'ai vraiment conscientisé ça et que je l'ai accepté, bah, en fait, j'ai fait en sorte que ma vie, elle soit beaucoup plus équilibrée et en accord avec ça et ça a vraiment tout changé, en fait. Donc, heu, Et donc c'est ouais. intéressant. Et c'est aussi le fait d'être passé de salarié à entrepreneur, je pense, qui m'a Mmh. d'autant plus fait me poser plein de questions parce que, surtout que là, je travaille à la maison. Donc en fait, pour trouver son rythme, il faut bien se connaître. Sinon, on risque de prendre un rythme qui nous correspond pas. Mmh. Et c'est hyper important en fait de savoir quels sont nos blocages. Typiquement, bah moi, en plus sur Moonly, je fais beaucoup de choses différentes, notamment contacter des professionnels ou ce genre de choses. Et parfois, je peux avoir des blocages à ce niveau-là qui, qui ont toujours été parce que j'ai du mal à aller vers les gens. Mais voilà, c'est bien de savoir où c'est qu'on a des facilités et où c'est qu'on a des choses à travailler pour pouvoir adapter après comment on veut travailler et vers quelle voie on veut aller Et prendre plus de plaisir, du coup. aussi. Mmh. Donc aujourd'hui, la dernière fois qu'on s'était vu dans le précédent épisode, tu avais évoqué, que ton parcours PMA. Tu avais très Oui. brièvement, évoqué ce point-là et on avait promis de faire un épisode sur, ce sujet, donc nous y voilà. Aujourd'hui, on va aborder, vraiment en profondeur ton parcours PMA, si ça te tente, Bah oui, puisque bien sûr. c'est encore tout frais dans ta tête. C'est ça. Tout d'abord, la première question qui me vient à l'esprit, et qui pourrait intéresser les femmes qui nous écoutent, c'est, pourquoi, se tourner vers la PMA? Et aussi pourquoi toi, tu t'es tournée vers la PMA? Alors, donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Tu fais Il bien y de a le plein de préciser. choses, il y a plein de choses en jeu dans ce parcours-là. Donc, le but, déjà, c'est qu'à la base, on souhaite concevoir un enfant. Ça, c'est le postulat de départ. Mmh. Et qu'on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et donc, c'est là qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est tout par-delà, en fait. Donc moi, avant ça, bah, j'utilisais déjà la symptothermie depuis un moment. Donc j'observais mes cycles, je voyais qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir de soucis particuliers C'est sur mes important ce que tu cycles. dis, effectivement, parce que, des personnes que je rencontre en consultation qui disent: Je n'arrive pas à tomber enceinte» et quand tu creuses avec elles, bah, en fait, c'est pas qu'elles ont un souci éventuellement d'infertilité, c'est juste que, elles ne savent pas, en fait, quand vraiment s'unir, elles ne connaissent pas leur cycle et potentiellement, elles s'unissent quand elles sont infertiles et donc derrière, c'est pas forcément une raison d'aller vers la PMA. C'est Toi, tu ça. avais déjà Mais il y a, ce côté, ouais, très ce sensibilisé bagage-là. à l'observation, ouais. C'est ça. Donc je savais dans quelle phase j'ovulais, quand est-ce que mon ovulation se préparait, comment mon corps réagit. Donc au niveau des quand avoir les rapports et tout ça, c'était assez clair. Et l'observation du cycle, c'est pas seulement savoir quand est-ce qu'on ovule, c'est aussi avoir des indices sur sa santé. Typiquement, est-ce qu'il y a des signes de déséquilibre hormonaux, ce genre de choses. Donc ça peut être avec des symptômes, ça peut être avec les phases du cycle qui sont plus ou moins courtes. Ça peut être avec, par exemple, des tentatives d'ovulation répétées, enfin, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, on peut le voir quand on observe son cycle. Et moi, bah, pour le coup, j'avais des cycles relativement réguliers. Bon, de temps en temps, il y en avait un qui capotait un peu, mais voilà, c'était exceptionnel.
Et puis j'avais toujours la raison de pourquoi ça avait capoté, parce qu'il y avait eu un événement extérieur qui avait fait que. Et puis bah, j'avais alors ce qui est assez important quand on est en conception, c'est la phase lutéale, donc c'est la phase après l'ovulation, et il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que l'embryon ait le temps en fait de venir s'accrocher avant que potentiellement il y ait les règles. Parce que si les règles arrivent trop tôt, ben, l'embryon n'a pas le temps d'aller s'implanter dans la paroi utérine en fait. Et donc ça, c'est des indices qu'on doit connaître. Donc moi, typiquement, j'avais une phase de 13 jours, phase lutéale, Ce ce qui est qui plutôt est normal. dans la moyenne, il faut Mm. normalement être entre 11 et 16 jours pour pouvoir avoir une implantation correcte. Donc voilà, j'avais pas d'indice particulier qui me mettait la puce à l'oreille comme quoi il y avait un problème. Après, à côté de ça, on dit toujours en symptothermie que au bout de 6 cycles, on a 90% de chances de grossesse, quand on observe ces cycles en symptothermie, bien sûr. Et moi, bah, ça faisait déjà pas loin d'1 an et demi qu'on essayait. Donc, au début, c'est quand même dur hein, de se dire, bon, il faut aller voir la médecine et tout, se poser des questions. Et puis moi, ce qui m'embêtait le plus, c'était de me dire bah, que dans les parcours PMA, il y a beaucoup d'hormones et ce genre de choses, et que moi, justement, je m'en étais détachée depuis des années, et que j'avais pas envie de retomber dans ces trucs-là. Mais bon, au bout d'un moment, on s'est donné une deadline, en fait. On en a discuté, et on s'est dit, bon, si tel mois, donc c'était 1 ou 2 mois plus tard après la discussion, si à tel moment, il y a toujours rien, on prend rendez-vous et on va voir quelqu'un, parce que là, ça commence à faire trop long. Donc ça, c'était... Ouais, ça devait faire une bonne année et demie qu'on essayait déjà. Et donc, sachant qu'on dit aussi à toutes les personnes en général qu'au bout d'1 an d'essai, il vaut mieux peut-être consulter quand même. Donc pour le coup, on a quand même traîné en fait à consulter, mais parce que je trouve que c'est ce cap en fait qui est, enfin c'est pas le plus difficile, mais c'est, on se dit bon bah là on doit lâcher un peu le truc et remettre nos mains, enfin notre envie dans les mains de la médecine quoi. Ouais. Donc Mettre un peu de côté sa fierté aussi, inculquer un ouais, petit peu de fierté et puis ses convictions, personnelles et ses valeurs profondes en fait, d'être, sans hormones de synthèse et là te dire: «Bah, je comprends pas ce qui m'arrive» et donc l'incompréhension t'amène derrière à creuser, auprès de différents professionnels dont peut-être des médecins. c'est ça. Donc la première étape, c'est de se dire, on va aller faire un bilan de fertilité en fait, puisque c'est ça qui va nous permettre de savoir s'il y a un problème plus mécanique, hormonal, enfin est-ce qu'il y a un problème quelque part. Donc quand je dis mécanique, ça peut être une trompe bouchée ou alors je sais pas le nom chez les hommes, mais c'est pareil, les canaux qui amènent le sperme, enfin les spermatozoïdes, ils peuvent être bouchés ou peut ne pas y en avoir. Est-ce que les ovules sont de bonne qualité? Enfin voilà, il y a plein de petites choses à explorer. Et donc, bah, la première fois où on va voir le médecin, on lui demande de faire un bilan de fertilité. Et donc là, on ressort avec des ordonnances énormes, avec 10 000 examens à faire. c'est, c'est Est-ce pas que le évident. Est-ce que le médecin, te demande des conditions, parce que j'imagine que comme il y a beaucoup d'examens à faire, des fois, les médecins sont un petit peu frileux, et préfèrent derrière s'assurer que, de certaines conditions peut-être, je ne sais pas lesquelles. Est-ce il t'a posé des questions? Est-ce qu'il t'a demandé ça faisait combien de temps que vous essayiez et cetera avant de te donner tout ça à faire? Ouais, alors ça, je pense que c'est assez général, mais si t'essayes depuis pas assez longtemps, ils vont te dire, bah, continuez d'essayer et puis revenez nous voir plus tard. Mmh. Après, ça dépend aussi de l'âge, notamment de la femme, parce que c'est elle qui a une baisse de fertilité qui est plus précoce. Euh, donc, si ton âge est au-delà de 35 ans, là, ils vont potentiellement te faire des examens plus rapidement que si t'as moins de 35 ans. Et après, qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Bah après, ils demandent sur l'hygiène de vie en général, enfin les questions Mmh. assez classiques quoi. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on se Mmh. drogue? Est-ce que tout ce genre de choses, voilà. Mais après, en fait, le truc c'est que moi j'avais pas envie d'aller voir un gynéco lambda,
parce que j'avais pas forcément de gynéco qui me suivait personnellement régulièrement. Et je me suis dit, ces gynécos-là, ils vont peut-être avoir tendance à être un peu plus, oui, bon, voilà. Ou alors à faire des examens que à la femme. C'est un peu ce qu'on entend beaucoup. Du coup, Or, je la me suis dit, j'aimerais. fertilité n'est pas qu'une question de femme. C'est ça. Et moi, je me suis dit, non, j'ai envie d'aller voir vraiment des gens qui sont déjà spécialisés là-dedans. Et donc, du coup, on a pris directement au centre de PMA. Et on a fait nos rendez-vous de bilan de fertilité là-bas. Comme ça, on savait qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous aider. Et du coup, ben, autant moi que mon conjoint, on est reparti avec tous les bilans à faire, quoi. OK. Est-ce que au delà de te dire, continuer d'essayer, par exemple, je sais pas si peut-être pas forcément eu ce cas-là, mais, est-ce qu'ils te disent aussi, bah, ils te sensibilisent sur les moments de fertilité ou d'infertilité dans le cycle? Non, pas Alors, du pas tout. du tout. Enfin, nous, on n'a OK, pas eu c'est du tout ce truc-là. donc en gros, il faut Après, suivre je tous les jours, pense. quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on n'a pas eu. Après, on n'a pas eu de conseils. Je vais pas dire malveillants, mais l'inverse de bienveillants. On n'a pas eu de conseils du type faut faire tous les 2 jours et tout. Enfin, je pense que surtout que vu que c'était déjà un centre de PMA, ils savent que quand on vient les voir, c'est qu'on galère déjà. Et du coup, ils vont pas nous donner des conseils un peu bateaux comme ça. Eux, là, ils en sont au stade où, bon, on laisse couler le truc, on fait tous les examens et on voit ce qui se passe. C'est. Voilà. Mais c'est sûr que si on va voir un gynéco de ville, on aura potentiellement un peu plus de conseils bateaux qui servent pas à grand chose si vraiment il y a un blocage d'un côté ou de l'autre au final. Ça marche. Donc du coup, tu repars avec cette liste, d'examens à faire, enfin toi et Ouais. ton conjoint et ensuite qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il faut savoir que la femme, elle a beaucoup plus d'examens que l'homme. Comme par hasard! L'homme, bah oui, bien sûr. L'homme, ça se limite à une prise de sang et un spermogramme. Donc, le spermogramme, c'est le fait d'aller au laboratoire, de faire un recueil de sperme, en fait, et ensuite, ils vont analyser comment est le sperme. Donc, dedans, il y a plusieurs choses à analyser. Il y a la quantité de sperme, tout court, la quantité de spermatozoïdes qu'il y a par millilitre, la mobilité des spermatozoïdes, la survie sur 24 heures, et la morphologie. Donc, est-ce qu'ils sont plutôt normaux ou anormaux. Voilà, donc en fait, c'est tout ça. C'est pas uniquement. Enfin, il n'y a pas un seul indice à C'est pas regarder. uniquement la quantité de spermatozoïdes, C'est c'est ça. vraiment, leur morphologie, leur, vivacité et cetera. Ouais. Donc le problème, il peut venir un seul de ces points ou plusieurs points. Après, ça dépend. Ou ne pas y avoir de problème aussi. Euh, côté femme, moi, je me souviens, j'avais une prise de sang qui faisait 2 ou 3 pages d'ordonnance. Et quand elle m'a fait la prise de sang, je voyais les flacons qui partaient, qui partaient, qui partaient. Et à la fin, je lui fais, mais il y a combien de flacons là? Parce que la Il prise y a de sang a combien de duré litres 5 de sang minutes. là? C'est ça. Et je sais pas, après, elle les a recomptés. Et il y en avait une douzaine, je crois. Et elle m'a dit, ah oui, ça fait beaucoup quand même. Mais en fait, ils testent énormément de choses. Ils testent déjà toutes les maladies. Euh, donc VIH, etc. Mais aussi, si on n'a pas eu des. Alors, j'ai plus les noms exacts en tête, mais il y a certaines maladies, des MST qu'on peut attraper qui peuvent rendre infertile, en fait. Que ce soit du côté de l'homme comme de la femme, d'ailleurs. Après, ils testent les hormones. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont passées au crible. Ensuite, il y a une échographie. Alors attends, parce que du coup, ça fait 1 an, donc je me souviens plus exactement. Mais je crois qu'il y a une échographie ovarienne pour voir s'il y a bien des follicules qui se développent. Et ensuite, il y a un examen. Alors, c'est soit l'hystérosalpingographie, soit l'IFOSI, qui est le nouveau protocole plus simple et moins douloureux. Et en gros, on va injecter un liquide dans l'utérus et voir si le liquide remonte bien jusqu'aux ovaires. Donc, ce qui permettra de savoir si les trompes sont bouchées ou pas, en fait. Parce que forcément, si les trompes utérines sont bouchées, bah, l'ovule ne peut pas rencontrer les spermatozoïdes.
Donc voilà. Et quand on fait tous ces examens, enfin personnellement, on était un peu stressés parce que tu te dis bon, si le résultat il est négatif, comment je vais réagir quoi? Mmh. Comment je vais le prendre si on me dit qu'il y a un problème et tout ça. Et ensuite, Ah non. une fois que tu as fait, ces examens, toi, dans votre cas, c'était quel était le bilan de tout ça? Et ben du coup, moi de mon côté, ça a rien démontré, enfin tout allait bien, on m'a dit: «Oui, vos trompes, c'est des autoroutes», enfin voilà, donc j'étais là: «Bon, très bien». Et du coup, bah, c'est du côté de mon conjoint pour le coup où il y avait un souci dans le spermogramme. Donc D'accord. d'un côté, heu, c'est pas évident parce que du coup, il y a un des 2 membres du couple, qui a un problème. Donc il faut enfin, en tant que partenaire qui n'a pas de problème détecté, on se dit: «Bon, il faut pas que je lui fasse de reproches là-dessus ou quoi. Enfin, il faut que je fasse attention à la façon dont je m'exprime». Hem Et de l'autre côté, il y a quand même, une sensation un peu de malaise aussi parce que la personne, elle se dit: «Bon, c'est de ma faute, qu'est-ce qui se passe et tout?» Comment il l'a vécu, lui, en Hem, apprenant que c'était finalement un petit enfin, pas de sa faute, parce que c'est pas le terme-là, mais que ouais, l'infertilité du couple venait plus de lui, du coup, que de toi? Comment il l'a pris? on n'en a pas énormément discuté. Après, moi, je le laissais, s'il voulait en parler, on en parlait, s'il voulait pas en parler, on n'en parlait pas. Par contre, on a plus parlé de l'après, qu'est-ce qu'on allait faire et tout ça. Mais après, je sais que pour lui, ça a quand même été un coup dur, quoi, de de savoir qu'il y avait un problème et que et que ça allait engendrer des choses, derrière, quoi. Mmh. Quel était est-ce que c'est trop indiscret de te demander ce qui était, vraiment, problématique dans Bah, son il y méthodologie? avait bah, là, pour le coup, c'était un peu tout. D'accord, C'était à la fois la quantité, à la fois la morphologie, à la fois la vitalité et je sais plus si j'en ai oublié. Mais ouais, il y avait un peu tous les critères qui étaient mauvais et en mmh, fait, sur la morphologie, il y a typique et atypique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure et pour le coup, on était à 1% de typique. Donc 1% d'accord. de forme, normale, quoi. Mmh. Donc ce qui est sachant que la quantité était déjà pas bonne et tout ça, enfin, au final, en même temps, on s'est dit: «Bon, on comprend mieux pourquoi, on n'y arrive pas». Ça expliquait les choses. D'un côté, je me disais: «Je préférais avoir un vraiment quelque chose qui bloque plutôt qu'on nous dise: "Ben, on comprend pas pourquoi, en fait. C'est une Mmh. infertilité inexpliquée".» Ça, vraiment, je pense que ça doit être encore moins évident peut-être, parce que là, on sait pas trop sur quoi il faut travailler, alors Mmh. que quand on a vraiment l'explication, on peut, essayer de jouer dessus, en fait. Mmh. Souvent, ce qui est compliqué, hein, que ce soit dans la notion de fertilité ou de toute autre maladie, c'est d'avoir des douleurs ou des choses qu'on sait que c'est pas normal. Moi, j'en rencontre beaucoup en consultation, mais c'est là souvent parce que des personnes des femmes qui ont fait plein de parcours médicaux et qui ont toujours leurs soucis et elles savent pas pourquoi et ne pas savoir, c'est presque ce qu'il y a de plus problématique. Quand on sait, au moins on sait sur quoi on peut agir en fait. Même si des fois l'action elle est pas simple à mettre en place, mais au moins on sait ce qu'on a et le fait d'avoir cette explication, ça soulage en fait et on se dit: «Bah, je suis pas folle» ou Ouais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait. c'est ça. Oui, je peux comprendre et en effet, bien que ce soit toujours un petit peu compliqué de se dire: «OK, est-ce que je suis anormale, normale? Est-ce que j'ai un problème de santé ou quoi que ce soit?» mais au moins là, vous aviez la raison de ces échecs en fait de Ouais. grossesse. Hem et donc vous avez appris que finalement, voilà, ça venait des spermatozoïdes. Comment a été adapté le parcours PMA par rapport, bah, finalement à une problématique plus masculine, Ouais. dans votre cas? Hem, mais en fait, du coup, une fois que tous les examens sont réalisés, on retourne, voir, un médecin et là, donc la personne, elle va nous faire le bilan et elle va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Hem, donc sachant que le premier spermogramme, c'était pas le pire qu'on ait eu, donc là, elle nous a dit voilà, elle nous a expliqué tous les protocoles de PMA qui existent, comment ça se passe et cetera. Bon, pas dans le détail, mais en tout cas, globalement, qu'est-ce qui se passait. Donc elle nous a dit: «La première chose qu'on fait, enfin la première, le premier protocole le plus simple, c'est la stimulation ovarienne».
Donc, dans notre cas, ça servait à rien puisque le problème venait pas de moi. Ensuite, elle nous a dit le protocole suivant, c'est l'insémination. Donc, insémination, ça veut dire qu'on fait d'un côté un recueil du sperme et d'un autre côté, on fait une légère stimulation ovarienne pour bien maîtriser le moment de l'ovulation. Et en fait, au moment de l'ovulation, on va prendre le recueil de sperme et l'injecter directement au fond de l'utérus, histoire que les spermatozoïdes soient le plus proches de l'ovule possible. Et en plus, qu'on sache que ça tombe pile au bon moment. Donc elle nous a dit, nous, on aimerait bien tester... Enfin, elle nous a dit qu'elle voulait qu'on commence par ça. Donc en général, c'est assez classique comme parcours. Et elle nous a dit, bon, on va en faire, je crois que c'était 4 ou 6. Et si ça marche pas, on verra pour la FIV. Donc ensuite, elle nous a dit que la FIV, c'était le fait de faire une stimulation ovarienne où là, on récupère plusieurs follicules. Donc les follicules, c'est ce qui va donner par la suite les ovules. Et en parallèle, toujours pareil, on fait un recueil de sperme. Et ensuite, on met en contact tous les ovules et tous les spermatozoïdes pour qu'ils se fécondent. Et après, bon, dans les FIV, il y a plusieurs protocoles encore différents, mais on y reviendra après. Donc du coup, nous, elle nous a dit, on va partir sur une insémination pour le premier protocole. Donc déjà, ça fait un petit coup dur quand on rentre à la maison de dire, bon, bah ça y est, on démarre la PMA. En vrai, psychologiquement, c'est pas évident. Là, toutes les étapes que j'ai dit, de faire le bilan de fertilité, avoir le bilan final. Ensuite, on nous dit, bon, bah là, faut aller en PMA si vous voulez accélérer vos chances de concevoir. En vrai, psychologiquement, c'est déjà pas évident à ce moment-là. Pourquoi c'est pas Et évident? moi, Avec le recul, est-ce que tu saurais analyser pour qu'on puisse ben, comprendre? comme je disais tout à l'heure, la première étape de dire, bon, on va faire un bilan de fertilité, c'est déjà de prendre le rendez-vous et tout, c'est déjà de se dire, bon, peut-être qu'il y a un problème. Enfin, en fait, c'est de poser les mots sur le problème, quoi, et de se dire, bon, là, on va savoir ce qui se passe. Alors qu'avant, t'es un peu dans ton monde de bisounours en mode, bah, tout va bien, quoi, enfin, il se passe rien de spécial. Alors que là, tu rentres dans le concret des choses et on te dit, bon, médicalement, on a vu qu'il y avait un problème, donc va falloir qu'on vous aide, quoi. Tu passes de l'étape où tu nies le problème à l'étape où tu dois y faire face, en fait. C'est ça, ouais. Mm. Et après, moi, la chose, vraiment, je me souviens, je pense que c'était le soir même, on rentre en PMA. Et là, je me suis dit, non, mais les hormones et tout, j'ai pas envie, quoi. Vraiment, j'ai pensé au cancer, j'ai pensé à tout ça, parce que je savais qu'en protocole PMA, tu te prends des gros shoots d'hormones quand même. Je me suis dit, waouh, quoi, enfin, le problème, il vient pas de moi, et j'ai pas envie de me prendre des shoots d'hormones comme ça dans le corps, enfin, de détraquer mon corps. Ça a été vraiment les premières réflexions que j'ai eues. Et puis après, au fur et à mesure des jours qui passent, on relativise un peu et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que tant pis, on y va et on fait confiance à la médecine et tant pis pour les hormones et tout ça? Ou alors on laisse naturellement et peut-être que ça viendra aussi jamais, quoi. Donc après, c'est des réflexions à avoir, hein. Il faut bien se poser les questions. Et puis bon, petit à petit, je suis passée un peu outre ce truc-là et j'ai un peu mis derrière la porte et au placard ces réflexions-là, quoi. Et puis on y allait. Au final, sur la première insémination, j'ai réussi à truander un peu, sans le vouloir au départ. Mais en me renseignant, en fait, j'avais vu qu'on pouvait faire une insémination sur cycle naturel. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de stimulation ovarienne. Et je me suis dit, bah, ça serait bien en fait de pouvoir faire ça, sachant qu'en plus, moi, je connais bien mes cycles et tout. Et en fait, il s'est avéré que à la pharmacie, ils m'ont donné les mauvais dosages de stylo pour faire les piqûres. Et du coup, que le dosage minimum de mon stylo, il était supérieur au dosage que je devais m'injecter sur l'ordonnance de la gynéco. Et du coup, je lui ai écrit et elle m'a dit, bon... Et en même temps, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire sur cycle naturel ?
Et elle m'a dit: «Bon, bah, du coup, oui, on va faire comme ça». Donc j'ai réussi à truander sur le premier protocole, au final, un petit peu. Mais il faut savoir que oui, il y a des protocoles sur cycle naturel qui existent. Et après, les gynécos, ils aiment pas trop parce qu'ils maîtrisent pas, en fait. Ils maîtrisent pas le cycle. Alors que avec les dosages hormonaux et tout, ils maîtrisent beaucoup plus ce qui se passe. Et donc au final, après on a juste... il me semble que j'avais eu quand même la piqûre juste pour déclencher l'ovulation. Et c'est tout. Du coup, j'ai eu droit qu'à une piqûre au lieu de plusieurs jours sur celui-là. Donc déjà, ça m'a un peu Ouf. rassurée. C'est ça. Et puis donc là vient le jour de l'insémination. Donc on va au laboratoire ensemble. Il y a des papiers à signer et tout. Donc il fait le recueil. Et ensuite, on récupère nous-mêmes l'échantillon. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit flacon, quoi. Et on nous dit, bon, gardez-le bien contre vous au chaud et tout. Enfin, c'est assez... il faut le prendre à la rigolette, quoi. C'est un peu particulier comme truc. Et donc là, on doit montrer nos papiers d'identité pour vérifier que c'est bien nous, etc. Enfin, c'est tout un truc. Et puis ensuite, on va au centre de PMA pour faire l'insémination. Donc c'est pas du tout douloureux. Enfin, c'est vraiment juste, ils passent un petit cathéter par le col de l'utérus et ils injectent avec une petite... Enfin, une seringue dans le cathéter, quoi. Et sauf que là, on a vu les résultats, parce qu'en fait, du coup, ils établissent une sorte de spermogramme sur le recueil qui a été fait. Et en fait, là, on s'aperçoit que les résultats sont archi mauvais, et encore plus mauvais qu'au dernier spermogramme. Et que tout en bas, dans les commentaires, il y a marqué autre protocole de PMA conseillé. Donc là, on se dit, bon. Donc ça, c'était le... Ouais, c'est ça. Donc on se dit, bon, on attend quand même notre retour avec la gynéco pour faire l'insémination, et puis on lui donne le papier, et elle nous dit, bon, bah, du coup, il y a quand même peu de chances que ça fonctionne, hein, mais on va le faire quand même, hein, maintenant qu'on y est et que tout est prêt. Mais en gros, je crois que pour faire une insémination, il faut 1 million de spermatozoïdes minimum. Et là, on était à 180 000, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc là, C'était il nous pas dit, gagné. bon, ouais, ça va être compliqué. Donc voilà, donc ça, c'était le premier protocole. Et on savait que si ça fonctionnait pas, bah, c'était fini pour nous, les inséminations. Et qu'il allait falloir partir en FIV. Mais d'un côté, moi, en fait, dès le départ, je pensais qu'on allait faire une FIV, vu les problèmes rencontrés. Et souvent, en infertilité masculine, c'est plutôt la FIV qui est préconisée. Parce que, justement, bah, en insémination, on perd parfois plus de temps qu'autre chose, au final. Mais le truc, c'est que l'insémination, c'est moins lourd au niveau des protocoles, c'est moins cher aussi pour tout le monde, que ce soit pour la sécu et tout. Donc du coup, je comprends qu'ils veuillent commencer par ça, quoi. D'ailleurs, question très concrète, mais financièrement, ça coûte de l'argent au couple? Ouais, En alors, France, bien nous, sûr, je parle. nous, on est passé par un centre privé. Du coup, ça coûtait assez cher, parce qu'il y avait beaucoup de dépassements d'honoraires. Mais si tu passes dans le public, normalement, il y a quasiment tout qui est pris en charge. Par contre, il faut savoir que les prises en charge, elles sont faites à partir du moment où on dit c'est bon, on part en PMA. Là, il y a tout un dossier qui doit être rempli, envoyé à la Sécu et tout. Et après, en fait, on reçoit un document de la Sécu qui nous dit qu'on est pris en charge, etc. Et donc, ce document, il faut le présenter partout pour avoir les prises en charge. Et en plus, moi, dans mon centre, je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais ils doivent pas rentrer les bons codes de consultation et tout, mais du coup, les prises en charge étaient moins... Enfin, normalement, on est à 100%, et là, c'était marqué 70% à chaque fois. Enfin, j'avais beau leur dire, ça changeait pas, donc bon. Je sais pas trop ce qu'ils fabriquaient, mais... Non, mais c'est Et voilà. des préoccupations supplémentaires, en fait, à Ouais. avoir en tête aussi, quoi. Mais clairement, bah, quand t'as la consultation qui est à chaque fois à 90 €, plus toutes les échographies, tous les 48 heures qui sont vers la... Enfin, je sais plus, moi, c'était dans les 120, 140 €, je crois. Que là-dessus, t'as la moitié qui est remboursée. C'est Ah, sûr ça qu'il faut commence à quand même chiffrer. prendre ça en compte, ouais. Ok, donc du coup, l'assimilation a échoué? C'est ça.
Bon, on Une s'y parcours attendait, hein, en même typique. temps, voilà. Ouais, ouais, On- ouais. C'était... J'ai fait la prise de sang, donc c'était une quinzaine de jours plus tard. Et, et bon, bah, elle était négative, mais en même temps, je m'étais pas du tout fait d'illusions là pour ce coup. Euh, mais par contre, psychologiquement, je commençais déjà à me préparer pour la FIV en fait, parce que je savais que le protocole était bien différent, bien plus lourd. Et du coup, je commençais à me renseigner en fait, de mon côté, pour savoir comment ça se passait. D'accord. Donc tu as commencé vraiment à te renseigner toi avant même que les médecins Ouais, te présentent quoi que ce soit, tu as vraiment fait ce travail en amont. ouais, D'accord. complètement. Mais en fait, j'en avais besoin pour me rassurer, parce que c'était tellement l'inconnu. Enfin, c'est vrai que quand on débarque dans ce monde-là, on n'y connaît rien. J'ai beau connaître mon cycle, c'est un monde vraiment différent, quoi. Hein. Donc, il y a toutes les histoires de piqûres, les histoires d'embryons congelés. On est là, ouh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? Mm. En plus, quand tu vas un peu sur les groupes Facebook ou ce genre de choses, il y a beaucoup d'acronymes en fait. Donc au début, t'es perdu, tu comprends rien à ce que les gens ils disent. Mais à la fin, tu deviens un spécialiste et tu connais tout. C'est ouais. Oui, Donc puis tu j'avais pars besoin de, de ce truc-là. tu pars d'un processus complètement naturel de conception à quelque chose de très médicalisé, très protocolé, presque finalement inhumain. Donc c'est compliqué, j'imagine, Ouais. à Ouais, accepter. Et puis en même temps, ça demande de comprendre. je dirais pas inhumain pour le coup parce que Mm. la plupart des retours que j'ai eus, justement, les équipes elles sont vraiment hyper bienveillantes à l'écoute et tout ça à chaque fois. Et t'en as besoin parce que franchement, Mm. c'est c'est assez hard psychologiquement quand même. Bon, jusque-là, ça allait encore. Là, c'était la phase où tu y crois, tu es en mode bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne, etc. C'était plus quand est-ce que ça va pouvoir se faire. Là, c'était plus les réflexions. Donc là, on était au printemps 2021. Est-ce qu'il y a une cellule psychologique dans le centre de PMA? Ouais, je crois qu'il y en a dans tous les centres, il me Mhm. semble. Mais je trouve qu'on donne pas assez d'infos dessus. Enfin, typiquement, moi, c'était surtout vers l'automne, où, bon, là, on était dans les FIV et tout, et j'ai ressenti le besoin, mais sauf de voir un psychologue, mais c'était pas forcément pour la PMA, c'était aussi pour mon quotidien et tout. Et du coup, j'ai cherché de mon côté, je suis pas allée vers la psychologue, je crois, de mon centre. Mais en même temps, on nous donnait pas beaucoup d'infos là-dessus. Je trouvais c'était. Puis je sais pas, c'est toujours pareil. L'étape d'aller voir un psy, c'est une espèce d'étape mentale, tu vois, parce qu'on a beaucoup de clichés dessus. Même si je sais que c'est très loin des clichés au final, mais mais ça reste quand même une étape hein, de prendre rendez-vous Mhm. pour aller parler de ses problèmes et tout quoi. Mhm. Donc au Mais final, je l'ai pas fait. il y a pas forcément eu de sensibilisation enfin, auprès de l'équipe PMA en te disant, ben, finalement, le mental aussi joue énormément dans la fertilité, parce que tu pourrais très bien, toi, jusqu'à présent, n'avoir aucun souci de fertilité, mais comme tu es comme dans une phase de vie où tu es impacté psychologiquement, tu as aussi, toi, des répercussions sur ton cycle. Donc, d'avoir ce soutien Ouais. et ce discours préventif de par l'équipe en disant bah voilà, le parcours PMA c'est aussi lourd psychologiquement, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous d'en parler, voilà, de manière aussi à maximiser vos chances de votre côté. Et ça n'a pas Bah forcément été après, évoqué. au final, le psychologique, ça joue, mais vu que t'es sur des cycles artificiels, Ouais. je sais pas si ça joue tant que ça, tu vois. Je pense que l'hygiène de vie joue beaucoup plus que le Mhm. psychologique, pour le On en coup. reviendra justement après. J'ai Ouais. une question par rapport à ça. Donc du coup, parcours de FIV, Ouais. comment s'est déroulé? Déjà, il s'est passé combien de temps là entre le moment où vous vous êtes dit: «OK, on va explorer» et là, le début du parcours de FIV? Il s'est passé Alors, combien de temps? je crois que j'ai encore la date en tête, mais le tout premier bilan, enfin, la première consultation vraiment en mode est-ce qu'il y a un problème? C'était, je crois, le 20 février. Et la première insémination, c'était début avril. Donc déjà, il s'est passé 2, 3 mois. Et ensuite, là, on attend. Et
Et donc là, en juillet, on commence à dire, bon, pour la FIV, comment ça se passe et tout ça. Donc là, j'ai écrit à ma gynéco. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être très rapide de pouvoir lancer le protocole et qu'on allait pouvoir le faire au mois de juillet, en fait. Et elle m'a dit, ah non, non, mais il faut reprendre rendez-vous, on a plein de papiers à remplir, etc. Et là, ça a été un peu une douche froide, parce que je m'étais préparée, je m'étais dit, bon, c'est un peu comme un marathon, quoi, c'est bon, je suis prête mentalement et tout. Et là, elle me dit, ah non, non, ça sera pas avant, je sais pas quand. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, enfin, ça a été, je me suis un peu pris un mur à ce moment-là. Donc, du coup, fin juillet, on la revoit, pour qu'elle nous explique. Alors là, du coup, toute la consultation, elle nous a expliqué la FIV, comment ça se passe et tout, c'est très très long à expliquer. Il y a beaucoup beaucoup d'informations. On est un peu perdu au début. Et puis après, elle nous dit, bon, il faut faire les examens, aller voir tel professionnel, parce que du coup, il faut aller voir l'anesthésiste, il faut aller voir... Enfin, il y a plein de choses à faire. Et du coup, ça a été... on a programmé tout ça pour démarrer sur mon cycle qui allait commencer fin août, donc pour pouvoir faire la FIV en septembre, en fait. Et donc là, on est parti sur une FIV classique. Donc, elle nous a expliqué un peu les différences. Donc, il y a 3 types de FIV en France. Il y a la classique, donc où on met en contact les ovules et les spermatozoïdes et ils se fécondent tout seuls, en fait. Ensuite, il y a la FIV ICSI, donc c'est intracytoplasmique, je crois. En gros, c'est eux qui choisissent au laboratoire le spermatozoïde qui va bien et ils l'injectent. Donc c'est un peu les images classiques qu'on voit dans les FIV. Et ils injectent avec une aiguille, en fait, dans l'ovule directement. Et après, il y a la IMSI, où en gros, ils vont aller choisir le spermatozoïde avec un très fort grossissement au microscope pour vraiment choisir le meilleur et tout ça. Mais par contre, il n'y a pas trop de... Enfin, ils choisissent pas avec l'ADN ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste au visuel. Voilà. D'accord. Et donc là, elle nous dit, on part sur le premier, donc la FIV classique. Ok, donc là, je me suis encore dit, je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop, parce que moi, je sais pas, de un peu tout ce que j'avais pu voir, c'était plutôt la FIV ICSI qui était préconisée dans notre cas. Bah, Donc, surtout qu'ils je me viennent dis, choisir quand même le spermatozoïde qui est le plus vaillant et qui aura le plus de probabilité c'est ça. de féconder. Enfin, quoi que je dis une bêtise, c'est pas la gynéco qui nous a dit ça, c'est la personne du laboratoire, la médecin qui vient du laboratoire en fait. Parce que, donc, avant la FIV, on doit rencontrer l'anesthésiste pour nous, pour les femmes, parce que la ponction ovarienne, en fait, là où on vient récolter tous les follicules, c'est sous anesthésie. Et on doit aussi rencontrer la personne, donc le médecin du laboratoire, qui fait la FIV, et qui va, pareil, nous expliquer quelle méthode ils ont choisi pour nous, etc. Nous donner encore d'autres informations. Enfin, c'est vraiment... niveau administratif, c'est assez costaud, quoi. C'est la France. Après, c'est aussi Et pas pareil, il y a tout... explicable, hein. C'est pas n'importe quelle chose. Enfin, Oui, c'est oui, important c'est sûr. comme... voilà, ça s'explique. Mais c'est lourd à vivre, j'imagine. Ouais. Et après, tu as tous les dossiers à remplir. Donc, les dossiers, c'est est-ce que vous vivez bien ensemble depuis plus de 2 ans ? Est-ce que vous êtes mariés ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que... Enfin, en gros, on te demande toute ta vie, quoi. En plus, à l'époque, je crois que c'était encore ouvert qu'aux couples hétérosexuels, il me semble, parce que ça a été débloqué en septembre pour les femmes seules, je crois, et les couples homosexuels féminins, il me semble. Enfin voilà, donc il y a tous des dossiers à remplir et tout. Et donc là, on arrive... c'est toujours pareil, c'est la course pour avoir les rendez-vous, parce que en plus, c'est avec les vacances d'été, les médecins sont en vacances, donc t'es là... Oui, alors le rendez-vous, il faut qu'il soit pris 2 semaines avant, mais sauf que 2 semaines avant, toi, t'es pas dispo parce que t'es encore sur ton lieu de vacances, tu vois. Enfin, c'était vraiment un stress énorme à ce moment-là. Et puis le stress de pas savoir ce qui t'attend vraiment, tu vois, parce que tu l'as pas encore vécu, donc... Et donc là, on arrive, bon, mon cycle démarre, je finis les rendez-vous, je me fais à moitié engueuler parce que je suis à la bourre sur les rendez-vous. Enfin, c'est super, quoi. Et donc là, tu vas à la pharmacie, tu récupères tout ton truc. Alors, t'as
genre un énorme sac de pharmacie rempli d'aiguilles, de piqûres, de cachets, de tout ce que tu veux. Et donc là, tu fais OK, c'est parti. Donc là, faut quand même se mettre en condition hein, psychologiquement à ce moment-là. Et donc là, le protocole commence. Donc tu fais tes piqûres tous les jours pour faire la stimulation ovarienne. Tu fais tes prises de sang tous les 48 heures, tes échographies tous les 48 heures. Donc échographie, c'est endovaginal, bien sûr, sinon ça serait trop marrant. Donc ça veut dire que la sonde, elle passe dans le vagin. Donc autant te dire qu'au bout de 10 jours comme ça, tu commences à te sentir un peu... genre ton corps ne t'appartient plus vraiment, tu vois. C'est... D'ailleurs, ça me fait un peu... Enfin, ça me fait rire gentiment quand je vois sur les groupes de grossesse toutes les filles qui disent « Ah, j'ai une écho endovaginale. » En fait, elles en ont eu qu'une, tu vois, pendant la grossesse. Et elles sont là en train de râler un petit peu comme ça. Et toi, t'es là, oui, ben moi, en PMA, je sais pas, j'ai dû en avoir 15, 20. Ouais, je suis habituée, plus. moi, c'est la routine. C'est ça. Donc, ton intimité, tu l'oublies un petit peu aussi. Bon, après, ça dépend de ton médecin. Mais moi, ça allait encore. Parce qu'on est, par exemple, couvert pendant l'échographie. Elle demandait bien quand est-ce qu'elle pouvait effectuer les gestes, est-ce que je peux y aller, etc. Donc ça allait, mais bon, malgré tout, c'est quand même un peu intrusif, quoi. Et donc arrive le moment où on te dit c'est bon, l'ovulation est presque prête. Donc à chaque échographie, en fait, on compte le nombre de follicules qu'il y a, on regarde la taille qu'ils ont et on compare aux dosages hormonaux, en fait, pour voir si tout va bien. Et puis à un moment, bah, quand ils arrivent à un certain stade de maturité, on te dit bon, ça y est, on fait la ponction dans 2 jours. Mais donc ça, à chaque fois, tu sais pas à l'avance en fait les dates. C'est toujours, il faut, enfin moi qui aime bien tout planifier, tout savoir à l'avance, c'est assez compliqué à gérer parce que t'es là bon. Bah, on sait pas. Ça sera peut-être mercredi, peut-être vendredi, peut-être le lundi d'après. On saura qu'au dernier moment, quoi. Ouais, donc activité, vie personnelle, vie professionnelle, il faut quand même les mettre Ouais. largement de côté et pas planifier quoi que ce soit, quoi. Faut être vraiment dédié à 100% et flexible. C'est ça. Bah, pour le coup, au niveau professionnel, j'étais hyper contente de plus être salariée parce que franchement, ça doit être hyper dur à gérer. Même si je fais passer le message en même temps, quand on est salarié, on a des droits. Quand on est en PMA, on a des droits d'absence pour tous les rendez-vous et c'est des droits d'absence rémunérés. Donc c'est pas du tout des congés à poser, c'est juste l'employeur, il a pas le choix, il doit vous laisser aller au rendez-vous en fait. C'est un Et par congé exemple pour payé qui prend pas sur le quota de congé. c'est ça, c'est une absence autorisée. Voilà. Donc ça allège quand même, et je crois que c'est une loi qui date de 2005 ou 2010. Tu fais bien de Voilà. le préciser. Ouais, c'est important. Et donc là, on arrive à la ponction. Donc on nous dit, bon, bah, tous les trucs d'anesthésie, hein, douche à la bétadine, etc., etc., rendez-vous à 7h le matin à la clinique qui est à l'autre bout de Paris pour nous. Enfin voilà, tous les trucs classiques. Et donc là-bas, on arrive, on se prépare de façon classique. Merci le Covid, on n'a pas le droit d'être accompagné du coup. Et puis bah, la ponction arrive. Donc après, il y a soit en anesthésie générale ou soit en anesthésie locale. Moi, j'avais vu qu'en local, c'était très douloureux. Du coup, j'ai pas voulu demander. Mais de toute façon, moi, j'ai pas eu trop le choix parce que comme j'avais pas mal de follicules, ils laissent pas trop le choix et ils disent d'aller en général dans ces cas-là. Donc, ben, c'est parti, anesthésie générale, on se réveille, on est un peu shooté. Bon, après, c'est des petites anesthésies légères, mais bon, ça reste quand même une anesthésie pour le corps. Et puis, donc là, je me suis réveillée. Moi, j'ai eu assez mal au niveau des ovaires et tout ça pendant 2-3 jours. Après, ça dépend vraiment des personnes. Et puis là, toujours l'attente. Il y a toujours, on est toujours en attente de suspense de ce qui va se passer ensuite. Donc le jour même, on te dit le nombre de follicules qui a été récupéré. Donc moi, c'était 14, je crois. Et sur ces follicules, il y en a qui sont matures et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est ceux qui sont suffisamment gros, en fait. Et tu peux avoir aussi des follicules. En fait, le follicule, c'est
c'est la... Alors attends, je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que le follicule, c'est la poche dans laquelle se trouve l'ovule. Mhm. Et donc, eux, ils ponctionnent l'ovule avec le liquide qu'il y a dans le follicule. Mais des fois, ils peuvent soit louper l'ovule, ça peut arriver, ou soit qu'il n'y en ait pas, en fait. Juste, le follicule s'est développé, mais l'ovule était pas dedans. Et ça, on le voit pas aux échographies parce que c'est beaucoup trop petit. Mhm. Donc voilà. Donc là, ils te disent combien ils ont récupéré d'ovules, etc. Et ensuite, ils font tout de suite la FIV le jour même. Le lendemain, t'attends l'appel du biologiste qui te dit combien t'as eu d'embryons. Et donc, là, pour nous, ça a été la douche froide, parce que sur 14 follicules, on a récupéré un seul embryon. Ce qui est un très très mauvais résultat. Mais pourquoi? C'est parce que tu n'avais pas assez de... Ils n'ont pas réussi à récupérer assez d'ovules? Ou c'est Non, à non. cause des spermatozoïdes? C'est... Normalement, la gynéco nous avait expliqué qu'à chaque étape, tu perds 50% à peu près. Donc normalement, pour 14 follicules, tu aurais dû avoir à peu près 7 embryons. Et sur Mhm. 7 embryons, tu devrais en récupérer 3-4 potentiels bons à la fin, tu vois. Mhm. Donc là, quand on te dit 1, tu fais d'accord. Donc en fait, on a fait tout ça pour ça. Et bon, bah après, tu croises les doigts parce qu'il doit se développer pendant 5 jours pour pouvoir être réimplanté, transféré. Et donc là, tu croises les doigts. Donc là, nous, c'était le week-end. Donc à des moments, t'y crois, à des moments, t'y crois pas. Tu dis, bon, qu'est-ce que ça va être? Le lundi soir, on m'appelle. Donc c'était l'assistante du laboratoire qui me dit, bon, on prend rendez-vous pour le transfert demain matin. Donc le transfert, c'est le moment où on te remet l'embryon. Donc du coup, je me dis, bah si elle m'appelle, c'est que ça doit être bon. Il a dû tenir le week-end et tout. Et puis le mardi matin, on me rappelle et on me dit, bon, bah il a pas tenu. Enfin, il s'est pas développé correctement. Du coup, on attend jusqu'au mercredi. Et s'il se développe correctement, on le congèle. Et sinon, ben, du coup, la FIV, elle est fichue, quoi. Donc là, tu dis, ok. Donc en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Et au dernier moment, vraiment, c'est à chaque fois, tu te prends le mur dans la face, tu vois, à chaque étape. Franchement, Mhm. là, c'est hard. Parce que vraiment, on s'y attendait pas. Surtout quand on a eu les 14 follicules, tu te dis, bon, ça va le faire, tu vois. Genre, c'est un très bon résultat, enfin, c'est top et tout. Et là, tu fais, ok. Donc là, psychologiquement, c'était vraiment un très très gros coup dur à ce moment-là. J'imagine. Et donc, du coup, ça a dû... finalement, comment s'est développé l'embryon? Est-ce que ça a dû... ça a capoté et t'as dû passer à un autre Ouais. protocole? Ouais. Alors au final, je crois que c'était le mercredi soir, ma gynéco qui m'appelle et qui me dit bon bah du coup, je sais pas, elle commence à me parler de trucs et tout. Et après je lui dis mais du coup l'embryon, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit ah mais vous avez pas eu les infos? J'étais là non. Oh là là. Et du coup elle m'a dit non non bah il s'est pas développé correctement donc la FIV Ah, elle chouette. est foutue quoi. Et en fait dans ces cas-là le truc c'est que la FIV ne décompte pas pour la Sécu. Parce qu'en fait, pour la Sécu, t'as droit à 4 FIV. Donc, quand on dit FIV, c'est ponction. Après, si tu récupères 10 embryons sur ta ponction, bah, t'auras 10 chances. Mais quand t'as 0 embryon à la fin, ça fait une FIV qui est nulle, en fait, qui compte pas. Donc, d'un côté, tant mieux, parce que tu dis, bah, au moins, ça me refait 4 FIV potentielles derrière. Et en fait, quand je dis pour la Sécu, ça veut dire que c'est des FIV qui sont remboursés par la Sécu. Si Mhm. on veut aller au-delà, c'est plus remboursé après. Donc là, tu te dis, bon, ben, il va falloir tout recommencer. Wouhou! Donc, je sais plus si j'ai revu ma gynéco, mais elle m'a dit, bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse au moins 2 cycles de pause, histoire que le corps souffle un peu, se Récupère. remette et Mhm. tout, ouais. Et au final, au début, tu dis, ouais, je sais pas si j'ai envie d'attendre autant de temps pour retenter ma chance. Mais d'un autre côté, une fois que j'y étais, dans ces 2 mois-là, franchement, j'étais bien contente de les avoir. Alors qu'au début, je pensais pas, tu vois. Et par contre, là, vraiment, psychologiquement, ça a été très très difficile. Je suis passée par toutes les étapes possibles émotionnelles. Et j'étais plutôt dans le négatif à ce moment-là. J'étais plutôt en train de me dire, ça se trouve, ça fonctionnera jamais.
ça se trouve, on n'aura jamais d'enfant. Enfin, c'était, ouais, j'étais vraiment dans tous ces trucs-là. On en parlait pas mal avec mon compagnon. En fait, cet échec de FIV nous a un peu débloqué la communication sur tout ça, parce que c'est des sujets qui sont pas forcément hyper faciles, et moi j'avais aussi besoin d'avoir son ressenti et qu'il me dise tout ce qui lui passait par la tête aussi. Et je lui disais, bon là j'ai besoin d'évacuer, mais je sais que quand on va recommencer le prochain protocole, je vais me remettre dedans à fond et j'y croirai de nouveau, tu vois. Mais là, laisse-moi désespérer, laisse-moi être dans mon mal-être, enfin... Bien toucher le fond pour, Ouais, pouvoir, bien rebondir par la suite et c'est du coup, tu ça. as commencé à en parler. L'impact sur le couple, alors on n'a pas terminé forcément ton protocole là, enfin te toutes tes étapes, mais jusqu'à présent, heu, quels ont été tous les impacts sur le couple, sur votre couple? Est-ce qu'il y a eu des moments, compliqués, des tensions ou au contraire, comme tu le disais, des choses plus positives, à savoir, un développement de la communication qui reste quand même très important dans un couple? Quels ont été ces différents impacts? Ben, en fait, les impacts, c'est... Ouais, il y a eu le truc de la communication, donc ça a été plutôt positif. Par contre, ce qui est plutôt négatif, mais bon, en même temps, je pense que c'est un peu le lot de tous les couples en PMA, c'est que quand t'as une embrouille lambda, ça peut très facilement dériver sur ces sujets-là, tu vois. Et dire, ouais, non mais... Enfin, ça peut être la femme qui dit, ouais, non mais de toute façon, toi, tu fais pas d'efforts, tu me soutiens pas dans le protocole, etc., alors que t'as quasiment rien à faire, tu vois, etc. Enfin, tout ce genre de trucs. Et c'est de ta Tu peux faute. aussi... Alors là, ce serait le Et je pense qu'on voilà, serait et le peut y grave. avoir aussi... ouais, peut y avoir Ouais. aussi ce genre de truc. Et peut y avoir aussi l'inverse de la personne qui est infertile, qui dit, ouais, non mais de toute façon, c'est de ma faute, je sais, machin, tu vois. Enfin, franchement, c'est... Et quand tes embrouilles, elles commencent à partir là-dedans, c'est pas bon du tout, parce que il faut pas, quoi. C'est... Faut éviter. Vous avez Mais, réussi, vous, un petit peu à jongler avec tout ça? ouais, bon, au final, on a eu un peu des phases comme ça, tu vois, mais au final, en fait, c'est en faisant des métaphores que j'ai réussi à lui faire comprendre ce que moi je vivais. Parce que c'est vrai que je comprends aussi que c'est pas facile d'intérioriser ce que l'autre vit, en fait. Notamment la femme qui se tape tous les protocoles et toutes les piqûres et les anesthésies et tout. Et en fait, je lui ai dit, c'est comme... Enfin, en fait, je lui disais, je suis stressée pour la prochaine. Et il me disait, mais pourquoi? Enfin, il y a rien de... Il y a pas besoin de stresser, tu vois. Et je lui disais, c'est comme si c'était un saut en parachute. T'as beau en avoir fait 10, ben, quand tu dois en refaire un, tu stresses quand même, tu vois, parce que il y a toujours cette adrénaline et cette appréhension de savoir comment ça va se passer, tu vois. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as toute une phase mentale de préparation, et ensuite, une fois que tu y es, t'as cette espèce de punch d'adrénaline où t'es dedans, et là, ça va un peu mieux, etc. Cette Voilà. non-maîtrise et non-contrôle au final de ton corps Ouais, parce que, déjà tu maîtrises pas ton corps et tu maîtrises pas non plus le résultat derrière aussi que vous allez obtenir. Donc c'est il y ça. a Mais ça, je pense que c'est vraiment un des trucs... Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses difficiles. Il y a tout cet aspect quotidien entre les protocoles où tu te poses 10 000 questions. Et après, tu as le protocole en lui-même qui peut être assez difficile. Donc, au final, nous, on a entamé le deuxième protocole en décembre. Donc là, tu commences à dire, bon, euh, on a quand même fait le premier rendez-vous en février l'année dernière. Ça serait bien qu'il se passe des choses, quoi. Euh, Et donc là, on attaque le protocole. Je crois que mes dosages étaient légèrement plus forts que la fois d'avant. Mais sauf que ça, je l'ai bien senti aussi pendant le protocole en lui-même, pendant les piqûres de stimulation. Parce que émotionnellement, ça a été plus compliqué. Bon, déjà, j'avais le bagage des échecs d'avant. Mais même physiquement, j'avais plus les jambes gonflées. Émotionnellement, j'étais hyper instable, mais je le sentais, quoi. C'était vraiment pas facile. Et puis j'étais vraiment, même si je me disais, bon, allez, ça va, enfin, j'espère que ça va fonctionner et tout, j'avais toujours ce truc de dire, et si ça marche jamais, quoi? mmh. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, et en fait, je me préparais aux deux éventualités. Et en fait, mon conjoint, il aime pas ça, parce qu'il préfère être dans l'optimisme, tu vois.
Et il me disait, non, mais pense pas si ça marche pas, tu vois. Mais je lui disais, oui, mais j'ai besoin d'être prête. Si jamais c'est le cas, tu vois, il y a toujours une possibilité que ce soit ça qui se passe. J'ai besoin d'imaginer que l'élastique va craquer, et s'il craque, qu'est-ce que je fais? C'est Le ça. Et plan B. comment je réagis, et voilà, c'est ça. J'ai besoin d'avoir ma petite bouée de secours, quoi. Ouais. Donc là, on fait le protocole, ponction, 14 ovocytes, toujours pareil. Et donc là, on a fait une FIV ICSI. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il prélève le spermatozoïde et qu'il l'injecte dans l'ovule. Et donc le lendemain, on nous appelle, on nous dit, bon, il y a eu 10 embryons. Waouh. Là, tu fais, ouh. Sauf que là, tu commences à stresser, de te dire, et s'ils tiennent pas, et si machin, et si truc. Donc la gynéco, notre gynéco, elle nous dit, bon, j'espère qu'à la fin, on en aura 3. Donc au bout des 5 jours d'évolution. Et donc là, tu te dis, ok, cool, bah on va... Enfin, ouais, tu On te va dis, bon, attendre. bah c'est cool, machin. Et là, elle te dit, ah, par contre, vous avez des signes d'hyperstimulation. Donc en fait, c'est quand, à la stimulation ovarienne, les ovaires se sont un peu trop affolés, quoi. Donc moi, je m'étais dit, c'est bon, après la ponction, c'est fini les piqûres, tranquille et tout. Et là, elle me dit, bon, bah, il va falloir faire des piqûres d'anticoagulants tous les jours, pendant 15 jours, mettre des bas de contention et tout. Et là, je me dis, non, mais ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est pas possible. En gros, t'avais tes hormones qui En commençaient fait, complètement à se dérégler, c'est ça? c'est pas vraiment... Enfin, je saurais pas hyper bien expliquer ce que c'est l'hyperstimulation, mais c'est les ovaires qui sont un peu trop surstimulés, en fait. Et du coup, elles ont tendance à avoir du mal à se rétracter après, après la ponction. Et donc, il faut bien surveiller, et tu peux avoir des trucs de coagulation, enfin des caillots et tout ça, donc il faut faire hyper gaffe. Et en fait, dans ces cas-là, ils te disent, bon, ben, il y aura pas de transfert d'embryon sur ce cycle, donc nouveau coup dur, parce que, en fait, une grossesse avec une hyperstimulation, ça peut être hyper dangereux. Donc, eux, ils prennent pas de risques. Et ils te disent, bah, si on obtient des embryons à la fin, ils seront tous congelés, et le transfert sera plus tard. Donc là, tu te dis, ok, bon bah du coup, ça sera pas pour cette fois-ci non plus. Enfin, en tout cas, il faudra attendre plus tard si l'issue est positive. Et donc là, on attend, je sais plus quand est-ce qu'ils nous ont appelé, je crois que c'était le lundi, parce qu'on avait fait la ponction le mercredi. Et ils nous disent, bon ben, il y a eu 3 embryons qui se sont plutôt bien développés, un qui s'est assez bien développé, et 2 autres qui sont de qualité un peu moins bonne. Mais du coup, on les congèle tous. Bon, là déjà, ça te soulage quand même de te dire, bon, on a des chances, quoi. On a 3 petites chances qui nous attendent. Et puis là, je me dis, bon, bah, quand est-ce qu'on va faire le transfert? On peut peut-être le faire dès que mon prochain cycle il commence, en fait. Et là, la gynéco elle me dit, ah, mais non, moi je suis en vacances pour les congés de Noël. Donc, du coup, ça sera au mois de février. Donc, bon, bah là, tu dis, ok, on attend encore. Et donc, bah, au final, après, là, tu y crois un peu plus. Enfin, moi, psychologiquement, j'étais un peu mieux. Parce que je me disais, je sais pas pourquoi, mais si mon utérus n'a jamais vu arriver un seul embryon, ça se trouve, je suis très fertile, en fait. Et du coup, peut-être que l'embryon, il va s'accrocher direct. Et du coup, ben, les chances, elles sont quand même démultipliées à partir de ce stade-là, quoi. Par rapport à un essai classique hors PMA. Donc là, je cherchais des statistiques et tout, j'étais là, bon, combien de chances j'ai par rapport à mon âge, par rapport à tout ça, enfin, là, t'essayes de te raccrocher à tout ce que tu peux à ce moment-là. Et puis, donc, arrive le transfert. Donc là, c'est pareil, toujours les papiers à remplir, comme quoi t'es d'accord de décongeler ton embryon. Après, tu dois donner 15 fois ta pièce d'identité pour qu'il vérifie que l'embryon, c'est bien le tien. Enfin, c'est c'est tout un truc. Et t'en implantes un, pas les 3. Ouais, alors il y a différentes façons de faire, mais quand c'est des très bonnes qualités, ils t'en mettent qu'un en général. Après, quand c'est des qualités un peu moins bonnes, ils peuvent t'en mettre 2. Mais je crois qu'ils dépassent jamais 2. Parce qu'après, les grossesses gémellaires, elles sont beaucoup plus à risque. Du coup, eux, ils veulent pas trop prendre de risques.
OK. Donc là, ils me le mettent. Donc pareil, c'est un petit cathéter, un peu comme, l'insémination. Et là, commence l'attente. Toujours. Non mais en fait, c'est que de l'attente, la PMA, c'est vraiment ça, si on résume. Et donc là, tu te Tu aurais dis dû dire ça depuis le départ, ça fait 1 heure qu'on discute. et Et donc du coup et alors, donc la donc là, fin qui bah, vous suit. là, tu 10 jours. Tu là, bon, il faut que j'attende la Ouais. prise de sang et tout ça. Tu te dis tu lis partout que les symptômes que tu peux avoir, c'est les médicaments que tu prends et que du coup, il faut pas trop t'accrocher à ce genre de trucs. Mais tu crois à fond quand même. Et là, enfin après, je pense que ça dépend des personnes, mais moi, je me sentais déjà un peu enceinte. Enfin, je me disais, j'ai un embryon qui est en moi, tu vois. Euh, et en fait, donc attends, le transfert, c'était le mercredi, je crois encore. Et le samedi, du samedi au dimanche, j'ai eu un énorme cauchemar, vraiment très bizarre, hyper sanglant avec mes chats. Et quand j'ai cherché la signification des rêves, j'ai vu que qu'il y avait un gros chamboulement dans ta vie. Donc je me suis dit, ok, très bizarre. C'est un peu le cas depuis 1 an en fait. C'est ça. Et le lundi, c'était le 14 février, j'ai pas résisté. Je savais qu'au-delà d'un certain nombre de jours, tu pouvais faire un test de grossesse potentiellement, tu vois, urinaire. Et du coup, je fais, bon, vas-y, je tente. Et là, j'ai vu une toute petite barre apparaître. Et là, je me suis dit, bon, je crois que ça a fonctionné. Donc après, j'ai refait un test numérique où c'est marqué enceinte ou pas enceinte. Il y avait bien marqué enceinte. Je crois que j'ai dû en refaire encore un autre. Enfin, et là, j'ai fait... Champagne. Ah non, pas champagne. Du coup, bah, Champomy. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai pas... Enfin, la prise de sang, elle était prévue pour le samedi d'après. Mais je l'ai annoncé le jour même à mon chéri. Et donc là, bon, on était super contents et tout. Et puis après, bon, t'as toujours ce petit stress de la prise de sang, est-ce qu'elle va être bonne et tout. Puis après, bah, tu refais... Enfin, en général, ils te font faire 2 prises de sang pour vérifier que le taux évolue bien. Et voilà. Et puis c'était parti. Ça y est. Waouh. Enfin. Mais Et, ouais, c'est... et- ah, c'est un long parcours. Euh, Et au moment où on t'a confirmé que tu étais enceinte, clairement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et peut-être dans la tête de ton conjoint? Est-ce que vous y avez cru ou est-ce que vous vous êtes dit c'est un rêve éveillé et psychoté un peu sur la suite, la fausse couche, etc. Ou pas du tout? Vous vous êtes dit non, c'est bon, on est confiant et on le vit à fond. Et je vis à fond mes nausées. Ouais. Euh, En fait, enfin, sur le 14 février, là, que je disais, les tests urinaires et tout, j'étais contente, mais j'ai pas eu une énorme bouffée d'émotion, tu vois. Parce que c'était encore très très pâle sur le truc, donc j'étais très contente et tout ça. Et en fait, tous les jours, je faisais un nouveau test pour vérifier que la barre a foncé bien, tu vois, jusqu'à la prise de sang. Et en fait, j'attendais quand même vraiment la prise de sang pour avoir une espèce de confirmation médicale, tu vois, genre avec un vrai chiffre. Euh, et là, par contre, quand j'ai reçu le résultat, je pense que j'ai lâché une petite larmichette à ce moment-là. Et après, c'est un peu redescendu. Enfin, le lendemain, on l'a annoncé à nos très proches qui étaient au courant de notre parcours et tout ça. Parce que de toute façon, ils savaient qu'on avait eu le transfert et tout. Donc, voilà. Mais on restait quand même un peu prudent. Mais après, moi, je sais pas pourquoi j'ai jamais eu trop peur de la fausse couche, en fait. Enfin, je sais pas, je faisais confiance. Je me disais, on a déjà galéré pour tout ça, c'est pas le moment de restresser encore pour des choses, quoi. T'as déjà suffisamment stressé avant. Donc, ouais, je sais pas, j'ai pas mal relativisé. Mais après, comme je te disais, t'avais les phases où tu te sens pas du tout enceinte et les phases où t'es à fond dedans. C'est très anarchique, en fait. Enfin, en tout cas, c'était mon parcours. Et quand vous avez commencé votre parcours et que vous étiez diagnostiqué sur l'infertilité de son conjoint, est-ce que vous avez mis en place des choses dans votre hygiène de vie pour optimiser les effets de la PMA, que ce soit dans la sienne ou dans la tienne, hygiène de vie? Est-ce que ça a été Ouais. conseillé? C'est toi qui as mis en place toute seule? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez pu faire pour optimiser un petit peu? Bah alors, moi, ma gynéco, déjà, m'avait prescrit des shoots de vitamines. Donc, c'est des compléments que tu prends tous les jours et où il y a vraiment plein de vitamines à l'intérieur pour optimiser la fertilité. Mon conjoint, on lui a pas trop prescrit, juste sur la dernière FIV, je crois.
on lui a prescrit ça. Mais à côté de ça, moi, j'ai vu une naturopathe, je pense que j'ai dû l'avoir en mai ou juin 2021. Donc c'était après l'insémination. Parce que émotionnellement, ça allait pas du tout à mon travail, en fait. Et, mais du coup, à la base, je la consultais plus pour la fertilité. Et elle m'a dit, bah déjà, on va jouer sur toute la partie émotionnelle, on va essayer de calmer tout ça. Parce que j'étais archi stressée. Mais pour le coup, là, c'était pas lié à la PMA, c'était vraiment professionnel. Du coup, on a déjà travaillé là-dessus. Et après, une fois que ça allait mieux, là, on a travaillé beaucoup sur tout ce qui était un peu alimentation, avoir les bons apports, en fait, pour optimiser au maximum la fertilité, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de problème particulier qu'on peut pas essayer d'optimiser au maximum. Mon conjoint, lui, ça a été surtout arrêter de fumer, le gros truc. Et après, bon, elle lui avait même donné aussi des petits compléments qu'il pouvait prendre et tout pour le stress. Parce que enfin, baisser le stress, ça augmente la spermatogénèse. Donc, mais après, il était pas très régulier dans ses prises. D'ailleurs, ça, c'était un des trucs que je lui reprochais. C'était que moi, je me tapais tout et que j'essayais de faire au mieux pour mes vitamines et mes trucs et essayer de bien manger, etc. Et que lui, il faisait pas trop d'efforts à ce niveau-là. Mais Il avait aussi des conseils alimentaires pour lui? bah, moi, j'ai trouvé que c'était très light, en fait, au Mmh. niveau médical, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'on savait que le problème venait de lui, mais personne lui disait rien, quoi. Personne lui disait, C'est bah, vous pouvez faire ça, pour... par exemple, on sait que les pantalons trop serrés, ce genre de choses, tu vois. la Et chaleur. c'est ça. Et en Mmh. fait, il lui disait pas. Et ça m'énervait, parce que je me disais, mais si moi je lui dis, c'est pas pareil, tu vois. Alors que si c'est le médecin qui lui dit, il va pas le prendre de la même façon. Mmh. Sachez que, enfin, si vous nous écoutez, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure en rigolant que la fertilité, c'était pas qu'une histoire, de femmes, mais c'est vraiment le cas. Bon, la preuve en est, pour le coup, là, dans ta situation, on l'a bien vu, mais derrière, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, ça a été, diagnostiqué, le fait que la problématique, était principalement masculine dans votre situation et malgré tout, les conseils derrière, n'ont pas été, très importants, de son côté alors que la spermatogenèse et les spermatozoïdes ont leur fertilité et leur vaillance et tout ça, c'est aussi très dépendant de l'hygiène de vie, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intestinale. La chaleur, ça vient diminuer fortement la spermatogenèse. Donc il y a plein de choses à faire aussi du côté masculin en fait. Ouais. Donc ça, Mais c'est sauf important que de comme l'avoir en tête. ils sont pas très informés là-dessus et d'eux-mêmes, ils s'informent moins, j'ai l'impression aussi. Donc, Mm. ils regardaient un petit peu, mais je pense que c'était aussi parce que je le poussais un peu à le faire. Mm. Voilà. Tu as parlé d'alimentation, de compléments. Je me permets juste de rappeler aussi, je l'ai déjà dit très souvent dans mes précédents épisodes, mais c'est bien de se complémenter, de bien manger, et cetera, mais il faut savoir où est-ce que se passe l'assimilation de tout ce que l'on mange. C'est-à-dire que le passage de tous nos nutriments dans nos cellules, et ça se fait au niveau intestinal en grande partie. Donc c'est aussi important de se poser la question de notre santé intestinale. Si on veut vraiment optimiser jusqu'au bout tout ce que l'on prend et pas prendre des choses Ouais. pour rien. Mais là, pour le coup, Voilà. c'était aussi dans l'alimentation, par exemple, avoir des bons apports en oméga 3 et 6. Enfin, je crois que c'est cela, j'ai plus tout en tête exactement. Mmh. Avoir un bon équilibre entre protéines, lipides, glucides, ce genre de choses, quoi. Mmh. Ouais. Et essayer En d'avoir tout cas, des produits intéressants nutritionnellement, quoi. Ouais. mmh. Et au côté émotionnel, tu as évoqué le travail un petit peu émotionnel avec ta naturopathe. Ça a pris quelle forme? Est-ce qu'il y a eu un travail avec des fleurs de bac, par exemple, ou autre? Je crois pas que c'était des fleurs de bac, mais elle m'a donné des plantes qui m'ont énormément aidée. Et notamment pour le sommeil et tout ça. Et après, bah, des petits exercices de respiration, ce genre de choses, pour les moments dans la journée où ça allait pas. Mais c'était, en fait, je sentais une anxiété constante. Et je sais que ça m'arrive de temps en temps dans certaines situations, mais quand ça dure pendant plusieurs mois, tu te dis, bon, là, il y a un problème, quoi. C'est pas possible. Je peux pas me sentir mal alors qu'il se passe rien dans ma journée. Mmh. C'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. Mmh. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé à faire redescendre tout ça. D'accord. Les plantes que tu as mentionnées, c'était sous forme de tisane, principalement? Plutôt des cachets,
D'accord. et et j'avais aussi des gouttes, c'était, je sais pas si c'est une je crois que c'est une huile essentielle, mais petit grain bigarade, je crois De que c'est ça. bigarade, oui, c'est une huile Ouais, essentielle, oui. et du coup, ça, je m'en mettais sur les poignets avant de dormir, par exemple, Mmh. pour m'aider à m'endormir. Mmh. Bon, après tout ça, j'ai jamais enfin, j'en ai pas trop repris avec la grossesse, puisque tout ça, c'est pas très conseillé. Mais en tout cas, ouais, ça m'a bien aidée sur toute la phase, avant. Mmh. Ouais, toute la partie plante, elle est assez intéressante sur le physique, mais aussi beaucoup sur l'émotionnel. Il y a plein de manières de prendre les plantes. Il y a les tisanes, il y a les huiles essentielles, comme tu as dit. Quand on est enceinte, faut éviter. Il y en a qui sont très bien tolérées, hein, mais il y en a plein aussi qu'il faut éviter, il faut juste les connaître. Mais après, quand on est enceinte aussi, je me permets de dire, mais il y a aussi tout ce qui va être hydrolat, qui sont beaucoup moins concentrés, mais qui ont aussi beaucoup d'effets. Les plantes, on peut les avoir sous forme de gémothérapie, donc les bourgeons, la décoction, les fleurs de bac qui sont extrêmement intéressantes aussi en cas de problématiques émotionnelles. Voilà, je sème des graines, j'ouvre des portes, j'enfonce des portes ouvertes. Voilà, ça peut vous donner des idées aussi, mais ça peut être des choses intéressantes, notamment pendant un parcours de PMA, parce qu'on l'a quand même bien compris pendant cette heure et quart d'échange, c'est que le côté, enfin, il y a un gros impact psychologique, hein. Il y a un gros impact physique pour la femme, on le comprend Ouais. très bien, mais aussi psychologique. Donc, faut bien s'y intéresser en tout cas, et je pense s'en préoccuper. Ouais, parce qu'après, du coup, j'ai pas dit, mais une fois que t'es enceinte, t'es encore supplémentée pendant 3 mois, hein, en Mm. progestérone, en vitamines, et cetera. Donc, Mm. en fait, le enfin, pendant 1 an, j'ai été bourrée de médicaments et Mm. d'hormones, quoi. Donc, là, ça fait du bien de souffler un peu et de plus avoir tout ça actuellement. Mm. C'est 3 mois qui correspondent normalement au développement du placenta qui permet après à l'embryon de devenir autonome Ouais, dans ses apports. c'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Sandrine d'avoir d'être rentrée dans le détail aussi d'un moment de vie très intime, d'avoir pris le temps de nous expliquer étape par étape. Et je pense que pour les femmes qui sont en train de vivre ça ou qui sont peut-être en train d'y réfléchir, bah voilà, ça donne au moins du concret pour se projeter un petit peu, pour être un peu moins dans le saut en parachute, bien que j'imagine que chaque parcours de PMA est très individuel et très spécifique. Bon, j'espère que ça ne vous aura pas trop plombé le moral, mais en tout cas, quand même, on reste sur une fin heureuse puisque ça a fonctionné malgré toutes ces étapes. Est-ce que tu as, toi, quelques conseils, un conseil ou peut-être un message particulier que tu aimerais partager à nos auditrices aujourd'hui? Bah, je dirais qu'il faut toujours y croire, même si quand moi on me disait ça, j'étais là: «Oui, oui, c'est ça, garde tes conseils pour toi». Mais en vrai, enfin, aujourd'hui, c'est vrai que la médecine, ils font des choses exceptionnelles et ils ont réussi à comprendre énormément de choses, sur le corps et le fonctionnement, même si on maîtrise pas tout parce que c'est pas magique. Mais n'empêche que, moi vraiment si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui sont un peu, en attente en fait, en conception, si ça traîne un peu trop, ne traînez pas trop justement à consulter en fait. Parce que s'il y a vraiment un problème, c'est un peu bête de perdre tout le temps à attendre, alors que, bah, vous pouvez pas y faire grand chose, quoi. Hmm. Ok, merci beaucoup. Et peut-être que je rajouterais juste un conseil, on l'a mentionné en tout début d'épisode, mais l'importance aussi d'apprendre à observer son cycle avant de se lancer dans un parcours qui est quand même relativement lourd. Et quand on voit que souvent les médecins finalement ne prennent pas le temps d'expliquer vraiment les périodes de fertilité, d'infertilité, ils vont vous dire d'essayer avant de vous prescrire tous les examens, ils vont vous dire bah, essayez, mais il faut savoir aussi quand essayer parce que ça peut mener d'ailleurs à des épuisements. Hein, c'est Ouais. trop d'union, hein, c'est pas les bonnes qualités après spermatozoïdes, etc. Et puis ça tue aussi l'amour du couple, hein, donc c'est pas l'intérêt. Donc la première étape, je pense vraiment préliminaire, c'est d'apprendre à observer son cycle et de le faire en couple aussi. On en a parlé hein, pendant la symptothermie, donc je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas l'observation du cycle et que vous êtes en projet de grossesse, à aller écouter notre épisode qui était très intéressant aussi et qui était très détaillé à ce sujet-là. Voilà, donc ça, je pense que c'est une étape importante et c'est vraiment quand vous savez bien quand est-ce que vous vous initiez, etc. et que ça donne rien, comme toi, ça, au bout d'un moment, ça donnait rien, bah là, effectivement, d'envisager un parcours plus intense. Ouais, ça j'en ai pas parlé, c'est vrai aussi, mais en même temps, on va pas faire durer l'épisode 3 heures, mais les rapports, ça a été
quelque chose d'un peu compliqué à certaines phases, en fait, du parcours. Parce Mmh. que t'es un peu épuisé, ou alors t'as des interdictions ou des obligations. Et Mmh. c'est... Parfois, on te dit non, là, il faut surtout pas avoir de rapport avant telle phase du protocole. Ou alors là, il faut absolument en avoir un. Et Mmh. franchement, ça, c'est très intrusif aussi, hein, dans la Mmh. vie personnelle. Donc, il faut s'y préparer un petit peu. Et parfois aussi savoir un peu lâcher prise sur les cycles entre les protocoles et de se dire, ben, tant pis, enfin, on, on fait quand on a envie sur les cycles entre, tant pis si c'est pas sur la bonne période, ça fait pas d'essai naturel, mais faut, faut être prêt à lâcher un peu de lest sur tout ça, quoi. Mmh. Non, mais tu fais bien de le préciser parce que c'est très important, de garder quand même d'essayer de garder cette flamme parce qu'à la base, si on souhaite avoir un enfant, c'est aussi un projet de couple et d'amour et alors même si c'est pas simple, moi je sais que j'ai eu récemment, le cas d'une cliente qui était en plein parcours et c'était compliqué aussi et mais derrière, à côté de ça, il y avait plus de flamme, plus de relations, elle s'en privait et cetera et j'ai insisté sur ce point-là et ben, bizarrement, c'est dans une union, naturelle que ça s'est fait, en fait, entre différentes étapes de protocole. Donc ça arrive aussi ces choses-là Ouais. parce que, bah, après, faut savoir aussi lâcher un peu prise. Donc voilà, tout peut arriver en tout cas. Oui, ça dans tous les Hem cas. Ouais. J'ai une dernière question. Tu as parlé, à plusieurs reprises du fait que tu t'es renseigné aussi, documenté, pour essayer de minimiser, la chute, en parachute. Est-ce que tu aurais des choses particulières à conseiller aussi en termes de ressources? Peut-être des groupes Facebook, des cercles de parole, des livres, je ne sais quoi, que toi tu as, dont tu as pris connaissance, pendant cette expérience et que tu aimerais partager? Oui, alors, en site vraiment médicaux, il y a le site, alors je crois que c'est fiv.fr, où vraiment ils ont documenté un peu toutes les étapes enfin, des différents protocoles, même pour les protocoles de FIV, quand je parlais des stimulations ovariennes, il y a plein de protocoles différents qui existent, des protocoles plus ou moins longs, etc., en fonction du profil de chaque personne. Donc ça, c'est hyper bien pour comprendre en fait ce que c'est, comment ça fonctionne et tout, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu. Mmh. Ils documentent aussi tous les médicaments, à quoi ça sert, etc. Donc ça peut être pas mal. Parce que des fois, en rendez-vous, on n'a pas le temps de poser toutes nos questions non plus, hein. On en pose beaucoup déjà, mais c'est vrai qu'il y a des fois une telle masse d'informations que c'est un peu compliqué. Après, en groupe Facebook, moi j'étais sur... Peut-être je te le renverrai exactement le nom, parce que j'ai plus exactement en tête, mais c'est Pémet et Fivette, un truc comme ça. Et D'accord. en gros, c'est que des personnes en PMA. Donc, en fait, c'est bien. Enfin, à la base, j'étais sur des groupes d'essais bébés, mais en fait, c'était trop frustrant pour moi de voir toutes les personnes qui réussissaient naturellement. Du coup, j'ai préféré aller sur les groupes de PMA qui, eux, regroupent que des personnes qui sont dans le même cas, en fait. Et du Mmh. coup, ça permet de mieux se comprendre et de pouvoir poser ces questions aussi. Euh, et puis aujourd'hui, j'ai basculé sur... C'est la suite de ce groupe-là, mais pour toutes les personnes qui ont fait une PMA et qui sont tombées enceintes. Donc ça peut être des personnes qui ont déjà eu des grossesses dans le passé grâce à des FIV et tout. Et là, j'ai basculé là-dessus parce que je trouvais que c'était trop anxiogène pour moi de rester sur la partie PMA pure, où les gens n'y arrivent pas. Donc voilà, du coup, j'ai basculé petit à petit comme ça. Et après, sur Instagram, j'ai trouvé un bon vivier aussi de comptes Instagram qui se créent tous les jours de personnes en FIV, en PMA, en insémination, en stimulation et tout ça. Et du coup, ça fait plein de personnes qui échangent entre elles, on peut discuter. Donc là, c'est pas un compte en particulier, mais juste vous tapez un hashtag PMA FIV ou ce genre de choses et vous allez trouver plein de comptes qui se rattachent à ça. D'accord, OK. Bah, je mettrai tout ça en description de l'épisode et aussi je me permets peut-être de rajouter, tu me diras, tu es la mieux placée pour me le confirmer, mais Moonly, donc là je reprends ta casquette professionnelle, vous avez un annuaire aussi, de professionnels, gynécologues, sages-femmes qui sont quand même, très, ouverts sur les sujets de fertilité, d'observation du cycle, de fertilité du cycle au naturel, pardon. Est-ce que, ça pourrait aider? Est-ce que parmi cet annuaire-là, il y a des gynécologues, des médecins, des sages-femmes qui seraient,
plus à même de comprendre. Tu nous disais au début d'épisode que tu avais pris le soin de choisir, toi, tes professionnels au départ. Est-ce qu'on peut Ouais. retrouver aussi certaines adresses, bonnes adresses dans l'annuaire Moonly? Alors, je saurais pas dire comment vont réagir les professionnels, hein, parce qu'on n'est pas, on les a pas rencontrés. Mais déjà, quand les gynécos et tout, ils sont un peu sensibilisés à la symptothermie, ils ont ces notions que avoir des rapports tous les 2 jours pendant tout le cycle, ça sert à rien. Donc, je pense que c'est des personnes qui vous guideront plus facilement, c'est sûr. Et après, n'hésitez pas à directement aller dans des centres de PMA, en fait, pour consulter. Enfin, je pense que ça peut être un bon conseil aussi d'aller directement faire ces bilans de fertilité en centre de PMA, parce que eux, ils sauront vous diriger directement vers les bonnes voies sans perdre de temps, en fait. Et vous faire directement tous les examens dont il y a besoin, sans avoir besoin d'y retourner 15 fois pour faire tous les examens. Et moi, celui que j'ai découvert, c'était avec un sommet de la fertilité de Anna Livage. C'était un médecin. Ils ont fondé Point Gyn. Donc je te dirai exactement comment ça s'écrit. C'est point et plus loin Gyn. Et donc c'est plusieurs centres qui sont en région parisienne et sur Paris. Donc pour le coup, nous on est passé par ça, mais après voilà, faut savoir que c'est des centres privés. Donc il y a des dépassements d'honoraires et tout ça. Mais après, il y a des cliniques et des hôpitaux publics qui font aussi de la PMA. Donc après, à chacun de voir en fonction de ses besoins et tout ça. Après, il faut juste savoir qu'en public, il y a plus d'attente entre les protocoles en général. D'accord. Est-ce que tu as une chose, est-ce qu'il y a des choses que nous avons... Hop. Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas abordées que tu aimerais aborder pour terminer notre échange? Je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. Non, mais après, c'est sûr qu'on pourrait développer le côté relations sexuelles dans le couple, pendant le parcours, parce que ça, il y a plein de choses à dire dessus aussi, mais en tout cas, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et voilà, comme j'ai dit, le parcours psychologique, en fait, il se fait avec le temps aussi. C'est-à-dire que voilà, les questionnements et les problématiques psychologiques ne sont pas du tout les mêmes en fonction de où on en est dans le parcours. Et ne pas hésiter à se faire entourer par les bonnes personnes. Alors ça peut être des professionnels, mais ça peut être aussi nos proches. Enfin, nous, typiquement, au début, on s'est dit, est-ce qu'on en parle et tout ça à nos proches? Et en fait, on s'est dit, moi, j'ai envie que s'il y a des galères, on puisse en parler, en fait. Donc, au moins, ça permettait aussi de vider notre sac et, et de se sentir soutenu. Alors après, on n'est pas obligé de déballer sa vie à tout l'univers, mais peut-être, je sais pas, des amis et nos parents, ou ce genre de choses, en fonction des personnes à qui on a envie de se confier. Ok, écoute, merci beaucoup Sandrine. Et puis je remettrai également le lien du site Moonly pour les personnes qui sont intéressées par la symptothermie et qui aimeraient justement un peu mieux observer leur cycle peut-être en amont d'un parcours PMA. Le site internet, le compte Instagram également de Moonly, et puis le lien de l'épisode que nous avons déjà réalisé ensemble et même à 3 voix avec ton frère. Merci Alexandra. À très bientôt. À très bientôt Sandrine. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode.
Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!